intermodalité, des solutions concrètes pour transformer sa logistique urbaine. Mais ce qui nous a amené à proposer cette conférence, c'est le constat que depuis une dizaine d'années, le volume de la logistique urbaine, il a cru énormément, notamment sous l'effet du e-commerce et des livraisons à domicile. Notre axe et notre conviction, c'est que les modes de transport complémentaires des modes de transport motorisés, routiers classiques, sont des atouts pour avoir une logistique urbaine non seulement efficace, mais aussi performante sur les plans écologiques et sociaux. D'où cette table ronde. Et puis je remercie également les intervenantes et intervenants présents ici. Je me présente, je m'appelle Gauthier Urbain, je travaille pour les Boîtes à vélo France. C'est l'union des professionnels à vélo. Voilà, on a 350 entreprises adhérentes au dernier recensement. Ça va des entreprises de plomberie à l'entreprise de transport, en passant par celle de coiffure, le tout à vélo, et également bien entendu des fabricants de matériel. Et ce qui nous permet d'être présents ici aujourd'hui, c'est le programme Cyclocargologie, dont le but est d'accompagner le développement de la cyclologistique au sens du transport de marchandises à vélo cargo. Voilà. Est-ce que je peux vous laisser chacune et chacun vous présenter? Et Laetitia, je vous laisse commencer si vous voulez bien. Laetitia Dablan, professeure à l'université Gustave Eiffel à Marne-la-Vallée, et je suis urbaniste de formation. Je dirige une petite équipe qui s'appelle Logistic City. Donc on travaille sur ces questions de logistique urbaine. Bonjour à toutes et à tous, Margherita Alessandrini. Je travaille à l'association La Boîte à Vélo France en tant que directrice déléguée et je suis directrice du programme Cyclocargologie dont on parlait juste à l'instant Gauthier, qui est ce programme qui a comme objectif d'accélérer les déploiements de la cyclologistique en France. Bonjour, moi c'est Jules Alonso, je travaille dans la société Fludis. Fludis, c'est une société de transport en logistique urbaine fluviale et à cyclo. Et dans ce cadre, je m'occupe de la partie commerciale et développement en Île-de-France. Bonjour à tous, je suis Christelle Savigna, je suis directrice secteur public et logistique pour le groupe La Poste. Groupe La Poste dans son ensemble qui, en logistique urbaine, regroupe 3 opérateurs que vous connaissez bien, La Poste Colissimo, DPD France, mais aussi Chronopost. Eh bien, merci. Par conséquent, le but de nos échanges, c'est de répondre à la question quelle intermodalité mettre en place dans sa logistique urbaine pour réussir sa transition écologique et sociale. Et Laetitia, est-ce que je peux vous laisser introduire cette table ronde, poser le cadre, la logistique urbaine en France, dans le monde, qu'est-ce que c'est ? Donc ce qu'on appelle logistique, en général, c'est des bâtiments, des entrepôts et puis du transport. Donc logistique urbaine, c'est ce qui se passe en ville en termes d'organisation des marchandises dans les entrepôts qui sont autour des villes, dans les villes. Et puis tout le transport pour livrer, mais aussi pour faire sortir les marchandises des villes. En termes de flux, c'est important, bien sûr, mais c'est beaucoup moins que les transports des gens, en termes de nombre de déplacements, par exemple. En termes de kilométrage dans une ville, tout ce qui est logistique et transport des marchandises, c'est entre 20 et 30% des kilomètres effectués dans une ville. Ça représente, pour une ville comme Paris, intramuros, c'est à peu près 500 000 livraisons par jour, pour vous donner un ordre de grandeur. Donc ça, c'est... alors malheureusement, on n'a pas de très très bonnes données, et encore, on est content en France, on en a quand même quelques-unes, on a un bon modèle, mais issu de chiffres assez anciens, et dedans, on met assez difficilement les chiffres du e-commerce. Donc, vous disiez qu'il y a une explosion du e-commerce. En fait, c'est assez paradoxal, c'est relativement nuancé depuis 2021. Il y a eu plutôt une stabilisation du e-commerce qui est reparti en 2024. Donc, il y a eu une énorme croissance en 2020, liée notamment au Covid, et puis ensuite plutôt une stabilisation, voire une petite diminution. Mais maintenant, c'est reparti. Et donc, en fait, on n'a pas vraiment les chiffres de ce que c'est que le e-commerce à l'intérieur de cet ensemble de la logistique urbaine. Parce que la logistique urbaine, c'est plein de choses, en fait. Il y a des palettes, il y a des matériaux de construction,
Il y a des déchets, il y a des nouvelles marchandises qui sont issues des retours et de nouveaux recyclages, notamment des matériaux de construction de nouveau. Et bien sûr, il y a les colis, donc les colis d'e-commerce, mais aussi les colis pour les établissements. Donc tout ça, c'est extrêmement varié. Et les véhicules sont extrêmement variés. C'est peut-être ça qui différencie la logistique urbaine du transport des personnes, par exemple, parce qu'on a, et de plus en plus, on a des véhicules extrêmement variés. Donc il y a les vélos cargo, mais il n'y a pas que les vélos cargo, il y a plein de choses. Il y a des gens de plus en plus en Europe et à l'étranger qui livrent à pied maintenant en tirant des chariots à assistance électrique. C'est quelque chose de nouveau, ou bien pour certaines villes qui est revenu. On revient un peu à des schémas assez anciens. Et il y a beaucoup de deux roues, et pas seulement malheureusement des vélos ou des vélos électriques, il y a énormément de scooters et de motos maintenant qui font des livraisons. Et donc tout ce paysage est complètement bouleversé par cette énorme diversification des véhicules. Donc je veux replacer vraiment la cyclo-logistique dans un ensemble beaucoup plus vaste de diversification extrême des véhicules. Il y a même beaucoup de livreurs en voiture maintenant, avec leur propre voiture, puisqu'il y a de plus en plus de livreurs qui sont ubérisés en quelque sorte, qui sont des auto-entrepreneurs, qui sont des sous-traitants pour des grands groupes. Et une dernière caractéristique de la logistique aujourd'hui dans les villes, alors ça c'est pareil, ça passe un peu sous les radars parce qu'on n'a pas de données, mais c'est une sorte d'électrification importante pour le segment des colis notamment, et donc et notamment dans les centres des grandes villes. Moi j'estime qu'en fait il y a une électrification assez radicale, mais encore une fois, difficile d'avoir les données exactes, des fourgonnettes, des deux roues aussi, des scooters de plus en plus électriques, des vélos bien sûr, qui sont majoritairement électriques et non plus mécaniques, et des grandes camionnettes également. Et parce que les grands donneurs d'ordre, comme La Poste ou même Schenker ou DHL ou même Amazon, l'exigent de leurs petits sous-traitants. Donc il y a une sorte d'électrification de la partie colis. Et donc, à mon avis, ça sera même un sujet pour nous, pour la cyclo-logistique, une sorte de concurrence à l'avenir pour attirer les livreurs entre fourgonnettes électriques et vélos cargo. Si on se bat pour attirer des personnes dans ces emplois-là, il y aura probablement un sujet concurrence entre fourgonnettes électriques et vélos cargo. Et tout dernier mot, la cyclo-logistique en tant que telle. Donc il y a un bon suivi. Là, on a pour le coup de bonnes données. Pour vous donner un ordre de grandeur, c'est 200 entreprises en France, dont un bon quart à Paris. Le reste plutôt dans les grandes villes ou dans les villes moyennes françaises. Beaucoup d'entreprises par rapport au monde. On a beaucoup d'entreprises de cyclo-logistique en France et en Europe, en quelque sorte. C'est une sorte de caractéristique des Européens, mais elle existe également dans d'autres parties du monde. Et donc 200 entreprises en France, et ça concerne à peu près 2000 livreurs aujourd'hui. Alors plus on se rapproche des centres des grandes villes, plus cette part qui est minime de la cyclo-logistique dans la logistique urbaine au niveau France, plus cette part est importante pour le centre-ville des très grandes villes. Et je crois, mais Christelle nous le précisera, que pour des grosses entreprises, c'est près de 15-20% des livraisons, et donc beaucoup aussi des livreurs. Donc une petite partie encore aujourd'hui pour France, et une partie qui devient absolument non négligeable pour la partie du centre des grandes villes. Et voilà, je m'arrête là pour le cadrage, si ça vous convient. Margarita, est-ce que, Laetitia a commencé à le faire, mais vous pouvez nous présenter le secteur cyclo-logistique en France, principalement sur ses atouts et ses réalités pour la partie enjeu, on verra après. Mais du coup, Laetitia a bien posé les cadres. Pour compléter par rapport à ça, juste les entreprises de cyclo-logistique, en fait, ça rejoint ce que disait Laetitia. On en a qui font de la cyclo-logistique, donc du transport des marchandises à vélo cargo, ce qu'on appelle des opérateurs spécialisés. Ils sont vraiment spécialisés sur ça. Et aussi des entreprises qui font du vélo cargo, mais aussi qui ont des véhicules motorisés, parfois aussi motorisés thermiques. Et donc, il s'agit de ce qu'on appelle des entreprises mixtes. Et aujourd'hui, les spécialisés sont
sont plus importantes que les mixtes, ça c'est 68% des entreprises spécialisées, mais on voit quand même que c'est un secteur qui va vers la mixité. Il y a de plus en plus d'entreprises qui faisaient du véhicule électrique ou thermique qui commencent à faire de la cyclo-logistique. Juste là aussi, pour reposer sur la zone de pertinence de la cyclo-logistique, évidemment, c'est le milieu urbain. C'est là que les vélos ont ses atouts. Et aussi, vraiment, en termes de rayons d'efficacité, on peut dire que la cyclo-logistique est efficace entre 5 et 7 km des rayons de livraison. Sur du coup une ville, surtout les grandes villes, qu'est-ce qui caractérise les grandes villes? C'est leur densité. Leur densité du coup en termes de population et du coup souvent aussi en termes des véhicules. Et après, c'est aussi des zones qui sont contraintes. Ça peuvent être contraintes géographiquement parlant parce que c'est des centres-villes historiques, donc avec des petites rues, des rues pavées par exemple, ou bien contraints par des réglementations, notamment ce qu'on appelle les réglementations d'apaisement des centres-villes. Donc là où il y a des interdictions totales ou partielles des rentrées des véhicules motorisés électriques ou thermiques et là où évidemment il y a des politiques de qualité de l'air par exemple qui sont mises en place. Tout ça fait partie aussi d'une évolution de la logistique urbaine et de la façon de vivre les villes qu'on voit de plus en plus aujourd'hui et dans laquelle la cyclo-logistique s'inscrit en tant que mode de transport en complémentarité avec d'autres modes. L'idée, ce n'est pas de tout faire à vélo, mais de faire à vélo ce qui est efficace de faire. Donc, qu'est-ce qui veut dire efficacité? Dans ces cas, c'est les rayons déjà du coup de pertinence de la cyclo-logistique en termes de distance, ce qui signifie que la cyclo-logistique a un gros enjeu aussi des fonciers. Il faut avoir un entrepôt des cyclo-logistiques qui soit situé au bon endroit, donc pas trop loin du centre-ville. Et il y a évidemment aussi un enjeu d'infrastructure. Pourquoi les vélos efficaces en ville? C'est parce qu'il y a des infrastructures dédiées, notamment des pistes cyclables. Et c'est là que les vélos a son avantage compétitif parce que du coup, il sort du trafic des véhicules motorisés ou électriques, en tout cas des véhicules utilitaires. Et du coup, il peut circuler avec les autres cycles. Et ça, c'est un atout important. Et donc, plus les infrastructures sont développées dans une ville, plus la cyclo-logistique se développe et plus la cyclo-logistique, du coup, est efficace. Pour vous donner un ordre de grandeur, par exemple, dans un milieu urbain dense, un vélo cargo est entre 1,5 fois et 2 fois plus rapide qu'un véhicule utilitaire léger, donc une camionnette, par exemple. Donc, on voit bien que dans sa zone de pertinence, la cyclo-logistique peut être efficace. Il y a évidemment aussi un World Impact Summit, donc c'est aussi un axe important, la décarbonation. La cyclo-logistique est un mode de transport très décarboné, on peut dire. Déjà, il s'agit des véhicules électriques dans la très grande majorité des cas, et sinon, sont juste musculaires. Donc, voilà, encore moins d'énergie à aller chercher. Et surtout, il s'agit vraiment des véhicules qui sont légers. Donc, aussi pour leur construction, généralement, ils demandent beaucoup moins de ressources et on estime qu'ils sont entre 2 fois et 7 fois moins polluants que n'importe quel autre véhicule motorisé thermique ou électrique. Donc et dernier atout, c'est aussi vraiment l'impact social de la cyclo-logistique. C'est un modèle aussi qui est défendu par la cyclo-logistique. Ce n'est pas les plateformes ubérisées, ce n'est pas les mêmes modèles. Il s'agit surtout d'emplois qui sont des emplois salariés. Et en termes de chiffre d'affaires, la cyclo-logistique crée des emplois non délocalisables, parce qu'il faut être à l'endroit même proche des centres-villes pour pouvoir travailler dans le secteur. Et il s'agit des emplois, d'un chiffre d'affaires qui est vraiment créateur d'emplois, en moyenne 2 fois plus que d'autres secteurs de l'économie française, les autres secteurs de l'économie française en moyenne. Donc, on voit bien que la cyclo-logistique, vraiment, il faut la recontextualiser, mais dans son contexte, elle a des atouts intéressants. Et aussi, en termes de flux transportés, il y a une grande variété, les colis, mais aussi le froid, les déchets. Donc, c'est là aussi très diversifié. Merci Margherita. Mais peut-être pour aller plus dans le concret d'un grand opérateur, s'il en est. Mais Christelle, est-ce que vous pouvez nous décrire la stratégie du groupe La Poste concernant
l'intermodalité plutôt pour ces opérations de transport en ville. Et puis, quelles sont les raisons qui vous ont amené à mettre en œuvre cette stratégie? Et puis, quelles en sont les réalités, enfin? Oui, bien sûr. Alors, le groupe La Poste, je le disais tout à l'heure, hein, pour ce qui concerne les activités colis, 3 opérateurs que vous connaissez bien. La Poste, Colissimo, DPD, Chronopost. La Poste, c'est l'opérateur national de distribution du courrier et de colis, par ailleurs engagé dans 4 missions de service public. Donc, si je dois commencer en réponse à votre question par les raisons qui nous ont poussé à nous emparer de ce sujet, c'est d'abord le statut d'entreprise à mission du groupe La Poste, les valeurs d'intérêt général qui font que traiter la question de la décarbonation est venu très tôt dans la stratégie du groupe, puisqu'on a derrière nous déjà à peu près 15 ans d'électrification de nos flottes. De nos flottes en général, puisque la flotte électrique du groupe La Poste, c'est 37 000 véhicules, ce qui en fait la première flotte électrifiée d'Europe. Alors, si on applique cet enjeu-là d'entreprise à mission d'intérêt général à la logistique, à nos activités logistiques en particulier, il s'est agi, et principalement avec une très grosse accélération depuis 5 ans, de décarboner nos activités de livraison en ville. On a pour ça une stratégie qui repose sur 2 piliers. La première, c'est la conversion des flottes, c'est-à-dire là où on avait avant des flottes thermiques, eh bien, il s'agit de les basculer vers autre chose. Et là, on fonctionne avec un mix énergétique qui repose très majoritairement sur le véhicule utilitaire électrique. Donc, on a remplacé les véhicules thermiques par des véhicules utilitaires électriques. Mais aussi, et c'est le deuxième mode de conversion que l'on retient, la cyclologistique, qui est Laetitia le posait la question tout à l'heure, là sur la logistique urbaine, nos activités de logistique urbaine dans les 22 métropoles en France, par rapport aux 37 000 véhicules que j'évoquais, ça représente à peu près 7 000 véhicules au total, et on a 1200 vélos cargo dans l'ensemble de cette flotte, dont à peu près 400 sont déployés dans les hypercentres des 22 métropoles. Ça fait de nous, en fait, le premier cyclologisticien de France en propre, parce que pour une partie de nos activités aussi, on fait appel à des sous-traitants. Donc, première jambe de cette stratégie de décarbonation, la conversion des flottes, véhicules utilitaires électriques et vélo cargo. Aujourd'hui, quand je vous dis aujourd'hui, c'est au T4 2025, hein, c'est assez précis. Le groupe La Poste décarbone à hauteur de 76% ses activités de livraison dans les 22 métropoles françaises, ce qui, je pense, fait encore une fois de nous l'opérateur au global le plus décarboné, ce qui est majeur et ce qui est plutôt équilibré entre nos 3 opérateurs. Sur les retours d'expérience, notamment de l'usage du vélo cargo, moi, je dirais que c'est une solution, Margarita l'a dit, d'une redoutable efficacité pour les livraisons en ville appliquées à nos flux qui sont des flux de colis, en fait. Hein, donc, des marchandises plutôt de taille petite et moyenne et avec la nécessité d'une grande agilité pour des livraisons quotidiennes, voire plusieurs fois par jour. On a à la Poste un frein que vous pouvez peut-être imaginer, mais qui a été très rapidement levé, c'est celui de l'acceptabilité par les postiers de passer d'un véhicule utilitaire à un vélo cargo. Donc on a mis en place un process de sensibilisation, de formation, d'accompagnement à la prise en main de ce type de véhicule qui fait qu'aujourd'hui, en fait, il n'y a pas du tout de réticence sociale au passage à ce type de véhicule, ce qui est quand même important à dire. Et je pense que la plupart ne reviendraient pas en arrière, d'ailleurs, parce qu'il y a un côté très pratique du vélo cargo et que nos cahiers des charges postaux prennent en compte aussi les enjeux de qualité de vie au travail pour nos agents. Le deuxième point, c'est les extrêmes gains de productivité et notamment de fluidité qu'on a grâce au vélo cargo. On estime qu'on gagne à peu près 30% de temps dans le temps de tournée, hein, c'est-à-dire ce qu'on appelle les travaux extérieurs. Hein, on gagne 30% de temps par rapport au VUL électrique parce que moins d'encombrement, parce qu'une circulation plus facile, parce que des arrêts aussi beaucoup plus faciles à chaque point de livraison. C'est même 40%
de gain de temps dans ce qu'on appelle les zones complexes, c'est-à-dire des zones d'hypercentre très contraintes, patrimoniales, pavées, étroites, etc. Donc vraiment, c'est tout bénéfice. Et puis en termes de capacité, les vélos cargo, les nôtres en tout cas, c'est à peu près 1 mètre cube à 1,4 mètre cube d'emport. Ça veut dire qu'on peut emporter jusqu'à à peu près 120 colis par tournée, enfin par départ, dans le caisson qui est à l'arrière. Et comme nos vélos cargo effectuent à peu près 2 tournées par jour, enfin 2 sorties par jour, ils viennent recharger à l'ELU, à l'espace de logistique urbaine, eh bien, on atteint des capacités de livraison qui sont tout à fait intéressantes à l'échelle des quartiers, puisque Margaretha le disait, il y a ce qu'on appelle un haul-pied, c'est-à-dire avec le vélo cargo qui doit être quand même limité. Chez nous, c'est plutôt 4 km entre le temps où on sort de l'espace logistique et la livraison du premier client pour que ce soit véritablement efficace. Donc voilà, notre stratégie de décarbonation, c'est la conversion de nos flottes. Et ce qu'il faut absolument dire pour le public dans la salle, c'est qu'une stratégie de décarbonation ne peut pas fonctionner sans, et Laetitia l'a dit, et Margaretha aussi, la problématique de l'immobilier et du foncier. Il faut pouvoir disposer pour une logistique urbaine décarbonée des mètres carrés idéalement situés en entrée de ville et qui pénètrent le plus en profondeur dans la ville pour pouvoir nous assurer que les poids lourds qui arrivent de la moyenne et longue distance puissent déposer les marchandises dans des plateformes à l'entrée de ville et qu'ensuite directement on puisse sortir en livraison en mode décarboné. Donc la stratégie immobilière, les implantations immobilières est elle aussi extrêmement importante. Jules, à votre tour, mais Fludis, quel est le modèle que cette entreprise a mis en place? Mais pourquoi? Comment vous avez fait? Et puis quels en sont les résultats donc, sur un opérateur, soyons honnêtes, de plus petite taille et original, je trouve. Effectivement, Fludis, donc on est également transporteur spécialisé en logistique urbaine, c'est-à-dire qu'on va livrer les centres-villes. Et par rapport au groupe La Poste, on est vraiment une tête d'épingle. On est tout petit. Mais n'empêche que la société a été créée il y a un peu plus de 5 ans et avec une innovation d'organisation. Comme l'a dit Christelle, le nerf de la guerre en fait dans la logistique urbaine, c'est le foncier. Il faut que les camions de moyenne et longue distance puissent déposer les marchandises qui viennent de partout, de France, du monde, enfin peu importe, en tout cas qui déposent ces marchandises-là à l'entrée des villes ou dans les villes, et après que le tout dernier kilomètre, avant par véhicule léger, aujourd'hui de plus en plus, pour ça qu'on est là à vélo cargo, mais il faut qu'il y ait un espace foncier qui soit là pour redispatcher les colis, retrier les colis. Et en fait, Fludis, on est spécialisé en logistique urbaine fluviale. Alors pourquoi fluviale? Ça répond à cette problématique de foncier. C'est que, alors, on a plusieurs types de bateaux pour plusieurs types de clients, mais le dossier que je vais vous expliquer maintenant, c'est un dossier, c'est pour un client, c'est pour l'IRECO, où le bateau est en fait un entrepôt. En fait, le bateau n'est pas du tout comme ce qu'on peut voir sur la Seine où il y a du sable, des conteneurs. Non, c'est une sorte de gros cube, on va le dire tel que c'est. Hein. C'est pas les bateaux les plus jolis de la Seine, mais en fait, c'est un entrepôt flottant et mobile. Et donc, les marchandises qui sont déposées par poids lourd, hein, par camions qui viennent de moyenne et longue distance, vont être chargées dans le bateau aux portes de Paris, puis pendant la navigation, les colis vont être dispatchés, retriés, exactement comme un autre espace de logistique urbaine que peuvent avoir le groupe La Poste par exemple, hein, ou d'autres opérateurs de transport. Sauf que là, cet entrepôt en fait va se déplacer et va arriver jusque dans l'hypercentre de Paris. Donc pour l'exemple de notre dossier l'IRECO, on va charger plutôt aux portes est de Paris. Par contre, le bateau, tous les matins, il va décharger, il va s'arrêter dans le 7e arrondissement, dans l'hypercentre. Ce qui fait qu'on diminue énormément la distance vers vers les clients, vers les destinataires finaux. Et grâce à ça, puisque bien sûr on livre à vélo cargo, et il faut le dire aussi, dans les particularités, les vélos cargo sont eux-mêmes stockés sur le bateau, et le bateau est autonome en termes d'infrastructure portuaire. C'est-à-dire qu'on ne dépend pas de grandes rues qui sont à quai, on ne dépend pas de port. Il nous faut juste un quai avec du béton, du bitume, et les grues sont directement intégrées au bateau. Et donc, comme je disais, tous les jours, le bateau va décharger dans l'hypercentre de Paris, ces vélos cargo qui sont eux-mêmes
charger des colis, et ce qui va permettre à nos livreurs de faire plusieurs tours. Avec cette organisation, nos livreurs font jusqu'à 3 à 4 tournées de livraison par jour. Et donc, pour donner un ordre d'idée, nos livreurs, avec nos vélos cargo, vont livrer autant qu'un véhicule, qu'un camion. Alors, on ne parle pas des poids lourds, hein, mais les véhicules légers qui partent de banlieue, qui partent de la couronne, de la proche couronne de Paris. Un vélo cargo avec nos livreurs va livrer autant qu'un véhicule léger qui partirait de la périphérie de Paris. Et ce bateau-là est électrique, nos vélos bien sûr sont électriques, et donc on arrive à diminuer environ de 90% les émissions de CO2 sur le dernier kilomètre, sur le maillon vraiment urbain. Voilà, on a un modèle également donc d'efficacité avec cette productivité. On a un modèle environnemental avec cette diminution d'environ 90% d'émissions de CO2. Et on a également, on se veut un modèle social avec tous nos livreurs qui sont embauchés en CDI. Alors, c'est possible, généralement, les entreprises de transport ont besoin de sous-traitance parce qu'il y a de la saisonnalité, parce que les clients, il peut y avoir plusieurs clients. On arrive à embaucher en CDI parce qu'on a des clients qu'on a contractualisés sur du long terme, où on connaît très bien la saisonnalité et les variations de volume. Et donc, grâce à ça, on arrive à embaucher tous nos livreurs en CDI. Voilà le modèle, ce qu'on appelle le modèle cyclofluvial de Fludis. Laetitia, je me tourne à nouveau vers vous. Si on réélargit pour le développement d'une logistique urbaine durable, mais quels sont les enjeux et les leviers actuellement ? Je vais reparler un peu du foncier. Fludis, effectivement, c'est un entrepôt flottant et c'est l'idéal. On a la base logistique dans un endroit où il y a de la place et où il a une consommation carbone extrêmement réduite. Le reste de la logistique urbaine, il faut des entrepôts. Donc il faut des entrepôts dans le périurbain, mais ça c'est pour tout le monde, y compris l'IRECO ou Ikea. Et il faut des entrepôts maintenant, des bases urbaines pour pouvoir organiser de façon beaucoup plus propre ces derniers kilomètres. Donc on l'a dit, ces bases urbaines, ces petits entrepôts, ces hubs doivent être maintenant installés dans les villes et c'est compliqué. Parce que le foncier est cher et parce qu'ils ne sont pas forcément très bien acceptés non plus par les populations résidentes, y compris lorsque ces entrepôts ont une nouvelle architecture, ce qui est le cas. Donc je dirais que un des défis, c'est d'installer ces bases. Il y en a une centaine dans Paris. Donc Paris Intramuros, c'est un des exemples mondiaux d'urbanisme logistique, comme on dit, c'est-à-dire qui accepte ces nouvelles bases logistiques. Vous avez un exemple tout près, sous le périphérique Porte de Pantin. Il y a plein d'autres exemples assez innovants. Il y en a qui, par exemple, sont des partages dans le temps d'une base de dépôt de bus de la RATP, mais qui servent dans la journée à des bases logistiques. Tout ça, ça permet donc le transfert entre des camions et puis le dernier kilomètre à pied, en vélo cargo ou autre, dont je vous disais qu'il y avait une extrême diversité aujourd'hui. Et un deuxième, donc c'est l'enjeu du foncier. Un deuxième enjeu pour moi très très important, c'est celui de l'électrification des camions, qui arrive justement sur ces bases. C'est un enjeu dont on parle beaucoup pour l'interurbain. À mon avis, on devrait déplacer un peu la focale et se rendre compte qu'il y a en fait, et peut-être tant mieux, de plus en plus de poids lourds dans les villes, parce que ces poids lourds permettent la massification et permettent d'arriver jusqu'à ces bases urbaines de façon massifiée, avec beaucoup de marchandises, avec un seul trajet. C'est ce qu'on appelle la massification, un peu comme les bus pour les personnes. Donc ça, c'est bien. Mais ces poids lourds n'ont pas encore évolué à la hauteur de l'évolution globale de la logistique urbaine. Moi, je suis effaré de voir que les poids lourds sont encore sur le modèle d'il y a 10 ans, un design qui est resté un peu agressif, beaucoup de poids lourds diesel et quand même une mise en danger d'un certain nombre de fonctions urbaines, notamment la marche et le vélo. Donc ces poids lourds doivent radicalement changer. Donc il faut continuer à les accueillir, mais il faut qu'ils soient électriques.
S'ils le sont, ils deviendront silencieux, ce qui est aussi un autre enjeu des poids lourds, et il faut qu'ils changent de design. Et donc ça, pour moi, c'est un enjeu qui est important. Il faut assumer les poids lourds, il faut qu'ils changent. Et je le placerai donc en deuxième enjeu très important. Troisième enjeu, je pense que c'est toute la réforme de la façon de gérer les ingénieurs de trafic, les ingénieurs, les urbanistes, les organisateurs de la voirie doivent changer d'organisation, de formation même en termes de partage de la voirie, y compris des choses très techniques comme un code de la rue qui accepterait davantage, qui organiserait beaucoup mieux l'accueil des vélos cargo qui sont de plus en plus gros. Quid des pistes cyclables, comment on les accueille, sur quels axes. Il faut que tout le concept et les procédures hyper techniques de ces ingénieurs de voirie se transforment en fonction de l'arrivée de tous ces nouveaux véhicules, y compris les vélos cargo. Donc c'est toute une réforme réglementaire, je dirais. Les quadricycles, il y en a beaucoup maintenant, les véhicules intermédiaires pour la logistique, comment ils sont accueillis sur la voirie. Tout ça n'est pas encore pris en compte. Des écoles d'ingénieurs jusqu'aux écoles d'urbanistes et aux écoles d'architectes, y compris aussi au niveau des praticiens d'aujourd'hui dans les grandes villes. Donc je dirais que je placerais ça en troisième enjeu. Et le quatrième enjeu, mais j'en ai déjà parlé, c'est toute la formation et l'attractivité de ce métier. On peut former, y compris très jeunes, à ces nouveaux métiers de la livraison et à la nouvelle prise en main de ces nouveaux véhicules. Merci Laetitia. Même question finalement, Margherita. Pour vous, pour le développement de la cyclo-logistique, Laetitia a commencé à en parler, mais si vous pouvez compléter, aller plus loin. Quels sont les enjeux et leviers de développement de la cyclo ? Effectivement, alors il y a des leviers qui ont été cités par Laetitia qui correspondent tout à fait aux besoins de la cyclo-logistique en termes de développement. Juste pour préciser, en fait, c'est une filière qui commence à avoir un bon niveau de maturité. C'est une filière qui s'est dotée en 2022 d'une fédération professionnelle. Donc c'est une filière sur laquelle ces dernières années on a vu un développement, une structuration importante, mais il existe encore des freins à son développement de plusieurs types. Et donc après derrière aussi des leviers qu'on peut activer pour faire en sorte que la cyclo-logistique arrive à se développer de façon plus fluide et surtout d'atteindre vraiment son niveau de développement maximal sur ces zones de pertinence. Pour vous donner là aussi un ordre d'idée, aujourd'hui la part modale de la cyclo-logistique en ville est autour de 2-3%. On estime via différentes études que son plein potentiel se situe entre 40 et 60% des livraisons en milieu urbain. Donc on est encore très loin du plan potentiel de la cyclo-logistique et il y a pas mal d'actions qui peuvent être faites et il y a pas mal de freins qui peuvent encore être élevés. Je dirais qu'il y a 3 typologies de freins. Principalement, c'est déjà des freins culturels et décisionnels. La cyclo-logistique est une solution qui commence à être de plus en plus connue, mais elle n'est pas encore connue par tout le monde et surtout, parfois on en a entendu parler, mais on n'en comprend pas vraiment les fonctionnements, les tenants et les aboutissants et on a du mal à se projeter avec l'intégration de la cyclo-logistique dans sa propre structure. Donc il y a tout un travail encore vraiment de sensibilisation qui est fait en partie par les programmes cyclocargologie aussi et des formations, on peut dire, des acteurs à la cyclo-logistique et à ses enjeux, notamment par exemple en faisant des expérimentations et après en diffusant les enseignements pour que les acteurs puissent s'en emparer. Derrière ça, il y a évidemment tout ce qui est frein opérationnel et financier. La cyclo-logistique, pour être intégrée, demande un changement d'organisation. On en a parlé tout à l'heure, c'est un foncier qui est le plus proche du centre-ville, donc il y a ce qu'on appelle une traction, donc il faut que les marchandises arrivent jusqu'à cet entrepôt qui est plus proche. Après, il faut à nouveau les trier de façon différente par rapport à une tournée qui serait faite sur un autre type de véhicule plutôt qu'en vélo. Donc il y a des étapes qui sont rajoutées pour les passages à la cyclo-logistique. Donc opérationnellement, c'est efficace, mais il faut bien cibler les flux sur lesquels on les fait, il faut bien cibler la zone et il faut les faire de façon là aussi efficace, avec un coût derrière qui est réabsorbé, mais qui a un coût qui reste quand même d'entrée, on peut dire. Et du coup, là aussi, ça peut représenter un frein, surtout dans un moment qui est économiquement pas simple pour les acteurs du transport et du coup les acteurs de la logistique urbaine aussi.
Et après, il y a tout ce qui est matériel, ça demande quand même un achat. Alors, c'est des matériels qui est moins économiquement, l'investissement est moindre économiquement par rapport à l'achat d'un véhicule utilitaire électrique, par exemple, mais c'est quand même un investissement à faire. Donc, ce sont tous des freins qui existent. Et après, c'est des freins, on peut dire contextuels. J'en parlais tout à l'heure, le contexte économique, la réglementation. Donc, les leviers, en fait, on en parle des freins dans un certain sens. Je ne veux pas trop reparler du foncier parce que je pense que c'est pas mal ressorti, mais du coup, c'est très important pour les développements et surtout l'effet de recenser quels sont les fonciers qui pourraient être mis à disposition de la cyclo-logistique, de la logistique urbaine de façon générale, et puis aussi que cette volonté de la développer soit inscrite aussi dans tout ce qui est planification et aménagement urbain. Donc, quels fonciers existent et quand est-ce qu'on les met à disposition, surtout sur les longs termes, donc un plan long terme, et ça c'est important, c'est des politiques long terme qui sont nécessaires et de la visibilité pour les acteurs. Et après, évidemment, il y a aussi des freins qui sont plutôt, disons, des leviers qui sont plutôt liés aux politiques d'apaisement dans le centre-ville, on en parlait tout à l'heure, et aussi à tout ce qui est commande publique. Commande publique, en fait, c'est des achats, par exemple, des collectivités, des services de transport, et en fait, les rajouts des critères socio-environnementaux qui puissent favoriser, du coup, la cyclo-logistique est important aussi, parce que, du coup, les pouvoirs publics sont prescripteurs dans ce sens des cycles logistiques. Donc, c'est un levier qui est très important à activer. Et après, il y a tout ce qui est politique publique, notamment des politiques publiques, des financements de l'achat de matériel, par exemple, des financements de l'achat des vélos, tout comme il existe des financements sur l'achat des véhicules électriques, par exemple. Donc, il y a encore des choses qui peuvent être faites, des leviers qui peuvent être activés, mais c'est quand même un secteur qui a connu ces dernières années vraiment une structuration et qui est de plus en plus reconnu comme solution d'intermodalité, donc à côté des autres modes de transport, en complémentarité, mais pertinent et efficace. Merci Margherita. Mais Christelle, vous nous avez présenté la stratégie intermodale du groupe La Poste, ses actions internes. Mais outre ces dernières, quels partenariats externes vous semblent nécessaires pour mettre en place cette intermodalité ? Alors, la logistique urbaine, je ne sais pas si on l'a redit, on estime que c'est 30% des émissions de gaz à effet de serre, 40% des émissions de particules fines en ville, et la moitié du gasoil consommé, peut-être un peu moins maintenant. Donc c'est devenu un enjeu de santé publique, de qualité de l'air. Donc, d'où notre engagement à nous. Mais en réponse à votre question, d'où aussi la prise en compte publique de cet enjeu. Et donc nous, on considère, mais Margherita vient de le dire aussi, qu'une logistique urbaine durable résulte forcément d'une coopération publique-privée, et qu'au-delà de l'engagement des opérateurs, il y a évidemment des politiques publiques à engager pour la favoriser. Et donc, mon premier partenariat, en tout cas celui que je préconise, c'est le travail avec les collectivités locales qui ont la compétence d'organiser l'activité de livraison de marchandises sur leur territoire. Alors comment ? Je dirais premier levier réglementé. Laetitia l'a dit, Margherita aussi, donc je ne serai pas innovante, mais c'est en ajoutant de la contrainte d'accès au centre-ville qu'on transformera les usages, il faut le dire. Donc on avait les zones à faible émission qui, comme vous le savez, sont un peu en l'air, si je peux me permettre l'expression. Malgré tout, il y a d'autres outils de réglementation qui peuvent permettre de structurer comme ça un accès au centre-ville qui permettent un meilleur partage des usages et une conversion plus rapide des pratiques. Les zones à trafic limité, par exemple, les zones apaisées, des horaires de livraison par quartier, une réglementation des gabarits, des tonnages, etc. Donc tout ça, ce sont des leviers à la main des collectivités. Réglementer et, j'ai envie de dire, récompenser à travers cette réglementation les opérateurs qui ont produit le plus d'efforts. Nous, on est par exemple favorable à discriminer positivement les opérateurs décarbonés. Si je suis décarboné, eh bien, par exemple, j'accède dans un créneau, une plage horaire beaucoup plus large à une zone réglementée qu'un opérateur qui ne l'est pas. Je le dis parce que tout ça est devant nous aujourd'hui par rapport à des opérateurs qui ont peut-être un peu plus joué la montre et ont retardé leur politique de décarbonation et par rapport aux autres. Donc j'accède plus facilement à des zones réglementées, j'accède plus facilement à de l'immobilier de centre-ville, des mètres carrés par exemple, parce que je suis décarbonée, eh bien c'est plus
facilement à moi qu'on va attribuer ces mètres carrés, ou j'accède à des conditions facilitées, par exemple de stationnement ou d'accès à des aires de livraison. Et ça, c'est un levier aussi incitatif très important. Donc réglementer et récompenser par une discrimination positive. La deuxième chose, je dirais, c'est aménager pour les politiques publiques. Ça a été dit aussi, mais la cohabitation des usages devient de plus en plus un sujet. Alors, le vélo cargo, du point de vue des élus, je le dis par expérience, et pardonnez-moi encore une fois cette expression, c'est quand même très sexy. Parce qu'ils aiment beaucoup ces vélos qui circulent dans la ville, qui donnent un aspect effectivement beaucoup plus apaisé, silencieux et sympathique de l'activité de livraison en ville. Donc c'est sexy d'emblée, donc ça c'est déjà bien. Malgré tout, il faut... donc il y a une acceptabilité aussi, y compris des piétons, qui aiment bien le vélo cargo. Mais il faut quand même sécuriser tout ça. Donc aménager, c'est des pistes et des voies cyclables suffisamment larges qui permettent la cohabitation de l'usage privé et professionnel du vélo. C'est la sécurisation des circulations. Vous avez par exemple des vélos cargo, j'ai des exemples de villes en tête très précis, qui peuvent circuler sur des voies double sens où on a un trafic voiture qui arrive en face avec un simple petit marquage au sol. Il y a une problématique de sécurisation, donc de la circulation, du stationnement, des livreurs eux-mêmes, donc aménager et planifier, c'est-à-dire intégrer dans les grands schémas de planification urbaine l'usage du vélo à travers les plans de mobilité, les PLUI pour la partie immobilier notamment. Donc aménager. La troisième pour les collectivités, c'est aussi montrer l'exemple, et ça a été dit à travers la commande publique. Vous avez aujourd'hui beaucoup d'appels d'offres, enfin de plus en plus d'appels d'offres qui sortent directement avec une prescription d'office, de livraison des achats et des approvisionnements de la collectivité à vélo cargo, donc, et ou en mode décarboné. Ça, il faut le renforcer. Et puis le dernier point en termes de partenariat, je dirais, c'est innover. Et en innovation, au-delà de la cyclologistique, par exemple, seul, nous, par exemple, on teste des nouvelles choses en termes de multimodalité, par exemple des véhicules autonomes, où on a testé, par exemple, il y a 2 ans maintenant à Strasbourg, une livraison de colis par le tramway. Des modèles innovants pour lesquels des modèles économiques restent encore à trouver, n'est-ce pas? Et ça, c'est quand même le nerf de la guerre. Et puis, troisième point, pour renvoyer au discours de Jules Alonso à mes côtés, on teste également de la livraison de colis par voie fluviale. On a à Port-Croizat, à Saint-Denis, ce qu'on pourrait considérer être un ELU, un espace de logistique urbaine flottant. Donc c'est une barge qui est fixe mais qui fait office de ELU, qui fait 750 mètres carrés dans lesquels on trie les colis et ensuite on va les livrer directement à vélo cargo dans la zone. Et puis on ouvrira au 2e semestre de cette année une expérimentation avec Fludis, de livraison de colis du port de Gennevilliers jusqu'à Boulogne, qui nous permettra de livrer à peu près 8000 colis par jour sur cette zone, et où on aura une quinzaine de vélos cargo qui iront distribuer ces colis à l'arrivée à Boulogne. Sur une barge, mais Jules en dira plus, je pense, qui offrira 2 plateaux de 500 mètres carrés et qui nous permettront d'effectuer travaux de préparation à la livraison. Donc innover, mais j'insiste, il faut pouvoir trouver les modèles économiques. Il y a souvent des intuitions de nos parties prenantes publiques en disant mais ça serait une super idée de faire ça. Oui, mais il faut réunir les conditions opérationnelles, par exemple sur le fluvial, le partage des quais, etc. Voilà. Et les conditions économiques, c'est-à-dire de rentabilité, de respect des engagements de service aussi, puisque nous, c'est du colis qui doit être livré tous les jours. La rapidité d'une liaison fluviale ne le permet pas toujours, etc. Donc, modèle économique à partager avec les parties prenantes publiques et en partenariat aussi avec les opérateurs privés. Merci Christelle. Eh bien, Jules, Christelle commençait à vous passer la balle. C'est ce que je fais à mon tour. Mais quels sont les projets de développement chez Fludis et quels défis vous identifiez pour votre modèle? Et ultime chose, est-ce que je peux vous demander de faire succinct, si vous le pouvez, afin de laisser la place à 1 ou 2 questions parmi l'Assemblée?
Oui, pas de souci. Donc effectivement, au second semestre 2026, va démarrer une nouvelle liaison fluviale entre le port de Gennevilliers et le port Le Grand qui est à Boulogne, pour le compte de Colissimo et du groupe La Poste. Et on remercie beaucoup Colissimo et groupe La Poste pour ce projet qui durera au moins 6 ans pour livrer ces colis. C'est une liaison à peu près qui dure 2h30 entre Gennevilliers et Boulogne, qui peut jusqu'à 8000 colis, plusieurs dizaines de vélos cargo. Donc ça, c'est le gros dossier, nous, pour 2026. Et dans les axes de développement, en 2027, ouvrir également une autre barge, mais là pour de l'alimentaire. Donc ça sera, on pense, une première en Europe, on ne sait pas dans le monde, mais en tout cas, une barge frigorifique avec une capacité d'un peu moins de 400 mètres carrés pour livrer les produits alimentaires, principalement en destination de la restauration collective publique de Paris et de la première couronne. Ça, c'est pour les projets de développement. Pour les défis, pour dire rapidement, donc en fait, je rejoins complètement Christelle sur la partie sorte de discrimination positive, puisque le modèle de Fludis essaye de limiter au maximum ce qu'on appelle dans le monde du transport les externalités négatives, qui sont le bruit, les émissions de CO2, la congestion. Et c'est vrai que quand certains acteurs font des efforts, on va dire, après c'est notre modèle économique, mais font des efforts sur cette partie-là, c'est aussi intéressant derrière d'être une sorte de discrimination positive là-dessus. Un exemple tout bête, nous tous les jours, on doit payer pour s'amarrer sur les quais, et effectivement c'est normal puisqu'on utilise les quais, on utilise la voie d'eau, mais il y a une certaine d'inégalité par rapport à du camion, qui lui, le camion, ne payera pas le stationnement en ville, alors que le bateau, lui, va payer un stationnement. Donc je ne dis pas qu'il ne faut pas qu'on ne paye pas de stationnement, mais en tout cas, il y a une certaine inégalité au départ là-dessus. Dans la partie aussi défi, mais ça c'est un peu plus général et très général qui est lié au fluvial, c'est le sujet du partage des quais. Donc, de toute manière, en ville, on a toujours des sujets de l'espace public. Et automatiquement, avec le développement d'un nouveau secteur qui est celui du fluvial, de la logistique urbaine fluviale, arrive le sujet du partage de l'espace des quais entre la logistique, les citoyens, les usagers qui courent, qui font du vélo, qui se déplacent, qui se baladent, les établissements flottants, les restaurants, les hôtels, les bars et les péniches habitations. Je remercie les intervenantes et intervenants d'avoir pris le temps d'être ici, mais aussi c'est un temps de préparation, de se rendre disponible. Merci à vous. Et puis merci à vous également, le public, d'être venu et de nous avoir écoutés. Et puis je vous souhaite une bonne journée.